2013, nous étions à l'Atomium de Bruxelles, qui est un lieu très atypique et magnifique. Il y a eu une version brésilienne des Mardis de l'innovation, qui a été suivie par plus de 2000 auditeurs et à peu près 17 000 cours online. Là. Également, Marc en a parlé tout à l'heure, des formations, par exemple, pour la direction de la police au Brésil. Nous faisons également venir des gens qui viennent poursuivre une formation chez nous, donc l'Université de Pennsylvanie, et puis là, c'est une formation pour les dirigeants de la mairie de Pékin. Alors, on a un projet d'une très grande conférence des mardis à Florence en 2015, qui se tiendra dans le prestigieux Palais Vecchio, et qui portera, donc, ça sera fait en coopération avec la mairie de Florence, et le titre de cette conférence portera sur de la Renaissance en Europe à la Renaissance de l'Europe. Voilà, donc je résume les points essentiels donc, de notre formation. C'est l'excellence en innovation. On fait toujours intervenir les grands leaders mondiaux de l'innovation, mais aussi des startups à très haut potentiel, comme par exemple les gens d'Innovasens qui étaient intervenus sur le plateau de Saclay. Voilà, vous avez le lien pour nos mardis, www.mardi-innovation.fr, et le lien pour voir nos vidéos également, qui est en dessous. Alors, je vais vous dire quelques mots également du Club de Paris des directeurs de l'innovation, qui a été créé donc en 2008 et qui regroupe une cinquantaine d'entreprises et d'organisations tant privées que publiques, qui toutes sont leaders mondiaux dans leur domaine en innovation. Donc, vous avez là tous les noms, LVMH, BPCE, Nestlé, Safran. C'est vraiment très, très éclectique. Ça couvre tous les secteurs, tant dans la grande distribution, le luxe, la construction, etc., etc. Ce club est dirigé par Sylvie Borzakian. Et donc, en fait, l'intérêt de ce club, c'est se former ensemble, c'est-à-dire le retour d'expérience des uns et des autres. Alors, ce qui est très important, ce sont les valeurs partagées par les membres de ce club, c'est-à-dire l'innovation, l'humanisme et le progrès, l'initiative, le leadership, et l'ambition, la culture du meilleur état de l'art, la création de valeur, la culture entrepreneuriale. C'est à visée internationale, là encore, et toujours avec une ouverture multiculturelle extrêmement importante. Donc, il y a vraiment un plaisir d'apprendre, c'est ce qui ressort des témoignages des membres du club, et donc vraiment plaisir d'apprendre dans un monde en évolution très rapide. On a des réunions tous les mois, là par exemple chez Orange, c'est l'un ou l'autre des clubs, donc chez Orange, là en dessous c'est au ministère des Finances. Alors je vais vous citer je vais vous dire une citation de M. Perrier, qui est donc le directeur de l'innovation de LVMH, du groupe LVMH, qui dit donc que c'est un bel état d'esprit, exaltant et fraternel, donc l'esprit de ce club. Voilà. Et qui débouche vraiment sur une ouverture sur la vie. Mais également, je rajouterais une ouverture vraiment sur l'international,
puisqu'il y a des réunions interclubs, notamment avec la fédération, l'association des entreprises innovantes brésiliennes, et également l'association des entreprises innovantes chinoises. Voilà, je vous remercie de votre attention. Agradecemos a senhora Chantal Verité e, dando prosseguimento, convidamos agora para proferir a palestra intitulada Políticas Regionais de Apoio à Inovação na Região Pays de la Loire, Redes e Formas Colaborativas de Inovação, a doutora Gaëlle Breyer, especialista da Comissão Europeia, Região Pays de la Loire, Consultoria Limay. Bom dia, j'arrive avec mon... Pardon. J'arrive avec mon petit sac de course. En fait, après toutes ces présentations drôlement intéressantes sur la culture d'innovation, sur des visions très larges et internationales, je voudrais vous faire un petit éclairage, quelque chose de, on va dire, plus concret, peut-être plus gestionnaire, sur de la pratique quotidienne, sur laquelle on est confronté en tant que consultant, avec un focus plus particulier sur les Pays de la Loire. Donc, pour vous montrer les Pays de la Loire, voilà, c'est un petit État qui se trouve au bord de la mer, qui est riche, qui a beaucoup de similitudes avec le Rio Grande do Sul, puisque l'agriculture est très importante. Et je vais vous parler non seulement des Pays de la Loire, mais je vais vous faire un focus aussi plus sur l'industrie agroalimentaire. Et peut-être plus particulièrement, on a beaucoup parlé aujourd'hui des grands groupes pour l'innovation. Et moi, j'ai envie de vous parler aussi des PME. Parce que je crois que la force des PME, c'est qu'elles ont en elles une vraie culture d'innovation. Elles sont souvent avec des gens peu nombreux qui sont passionnés. Et là, on n'a pas forcément besoin de partir sur une culture. Par contre, on a d'autres besoins. Et je vous les présenterai. Et la grande complexité sur la démarche d'innovation que doivent rencontrer les PME agroalimentaires en Pays de la Loire, c'est qu'elles sont très nombreuses, elles sont petites, qu'elles n'ont souvent pas de R&D, qu'elles s'appuient sur des R&D gouvernementales, qu'elles s'appuient sur une politique qui est soutenue par l'État, enfin la région Pays de la Loire, et que surtout, l'ensemble de ces PME, il y en a qui représentent 24% de l'activité économique des Pays de la Loire, des industries agroalimentaires. Elles ont en gros 5 clients qui sont la grande distribution en France. Donc vous avez Carrefour, Auchan, Leclerc, je ne sais pas si ces noms évoquent quelque chose pour vous, mais ils sont très puissants. Et si ces entreprises viennent tous les ans pour vendre les mêmes produits, eh bien, le rapport de force est tellement important vis-à-vis de la grande distribution qu'elles sont obligées de baisser leur prix et qu'au bout d'un moment, elles sont obligées d'innover pour survivre. Donc c'est vraiment une obligation, quelque chose de très très fort et très important. Une partie de notre travail va être, par exemple, et la région a soutenu Patrick sur un programme d'innovation pour aller sur d'autres marchés. Et les autres marchés, ça peut être la restauration, et pas seulement la grande distribution. Alors, juste un petit point sur l'innovation. Comme l'a très bien dit Marc, sur l'innovation, il y a 2 grands axes très importants. Vous avez la technologie. Est-ce que je suis nouveau pour la technologie? Est-ce que je suis nouveau scientifiquement? Et puis, vous avez un autre axe qui est le bénéfice pour l'utilisateur, pour l'homme, la femme, pour ceux qui vont l'utiliser. Et en général, on a 90% des innovations qui sont plutôt des innovations incrémentales. C'est qu'il y a des degrés dans l'innovation. Et on va se retrouver plutôt sur... On améliore un petit peu la technique, et puis on améliore un peu la vie des gens. Et l'essentiel de ces innovations-là, eh bien, on les trouve beaucoup dans les grands groupes. Là, je vais essayer de choquer. Et les innovations de rupture, étonnamment, souvent, on les trouve dans soit les startups, soit les petites PME qui souvent n'ont pas trop les moyens de faire autre chose et qui sont obligées de prendre des risques insensés. Certaines fois ça marche, certaines fois ça ne marche pas, et qui ensuite sont copiées de façon merveilleuse par les grands groupes. Donc dans l'agroalimentaire, souvent l'innovation qui fonctionne le mieux en France, c'est plutôt une innovation sociale, sur laquelle on va être capable d'amener un vrai bénéfice de la nouveauté
pour les utilisateurs et sans forcément amener beaucoup d'innovation technique. Parce qu'encore dans l'agroalimentaire, on est sur un domaine d'application. Il existe quelques sciences de l'aliment, mais on en est encore au balbutiement. Par exemple, est-ce qu'on ne sait pas encore tout ce qu'il y a dans un œuf, quelque chose d'aussi simple? On ne sait pas encore bien. Ça y est, on a fait déjà le cracking du lait, mais on en est vraiment au balbutiement. Alors pour aujourd'hui aider les PME à avancer dans leur démarche, il y a beaucoup de travail qui a été fait, et ça on le trouve dans la biblio, dans la littérature, sur le processus d'innovation, avec quelles sont les étapes. Donc en général, on dit qu'il y a 5-6 étapes pour bien innover, avec des stop or go. Il y a un certain nombre d'ingénieries à mettre en place. On a identifié 5 types d'ingénierie. Donc il faut être capable de bien gérer le marketing, donc toutes les approches marché, avec tous les outils qui vont à chaque étape. Il faut être capable de bien gérer tous les aspects techniques, technologiques, et à chaque étape, il y a des outils différents. Il faut être capable de bien gérer tout ce qui va de l'ingénierie juridique. Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux faire et comment je vais le faire pour me protéger? Et vous avez enfin, il y en a encore 2, l'ingénierie financière, combien ça va me coûter, combien ça va me rapporter, comment je peux mettre ça en œuvre, les questions à se poser à chaque étape. Et puis la dernière qui est l'organisation, tout ce qui va être gestion de projet, tout ce qui va être comment je m'organise, avec qui, est-ce que je le fais en interne, est-ce que je sous-traite, est-ce que je fais l'open innovation, comment je collabore. Donc ce travail-là, en fait, ça a été un élément sur lequel moi j'ai travaillé à l'époque c'était l'ANVAR qui est devenu Oseo, qui est BBI France aujourd'hui. Donc on a identifié un certain nombre d'étapes et on se rend compte aujourd'hui que la majorité des PME en fait travaillent très bien sur la partie, quand on parle innovation, elles pensent nouveauté technologique et que souvent elles n'ont pas les outils pour tout ce qui va être marché, tout ce qui va être approche marché. Tout ce qui va être juridique ou financier, c'est un peu, bon, il y a des besoins, j'y vais, mais je ne me projette pas beaucoup dans l'avenir. À l'inverse des grands groupes qui ont déjà formalisé ces processus-là, où la grande difficulté dans les grands groupes, ça va être de dire comment je fais travailler les équipes les unes avec les autres. Parce que les gens du marketing, ils ne savent pas forcément ce que font ceux de la R&D ou ne savent pas forcément ce que font les financiers. Et donc tout l'enjeu qu'a mis en place la région Pays de la Loire, ça a été de développer un programme pour aider les PME agroalimentaires, et toutes les PME en fait, à essayer d'optimiser et de comprendre et de se former à un processus d'innovation. Donc le processus d'innovation, ça revient à identifier des étapes, et à chaque étape se poser des questions clés, et à chaque question clé se dire quel est l'outil de gestion qui va me permettre d'y répondre. Donc petit à petit, on passe d'une étape à l'autre. On peut s'arrêter sur un projet. Ça, souvent, la PME ne sait pas. Ou en France, en tout cas, on ne sait pas souvent s'arrêter sur un projet. On se dit, allez, on a déjà investi trop de temps, trop d'argent, on continue. Donc là, l'enjeu, c'est de se dire, sur ce projet-là, en fait, il faut s'arrêter. Et du coup, la région Pays de la Loire, puisque c'est celle que je représente aujourd'hui, a développé un programme qu'elle a appelé Dynamique Entreprise, qui est drôlement intéressant parce qu'elle a aujourd'hui permis de faire participer à peu près 900 PME dans ce programme, puisqu'il a été créé en 2007. 900 PME qui se croisent, qui sont formées aux différents outils, qui sont formées au processus d'innovation et qui sont formés, ce qui est drôlement intéressant, c'est de façon collective. Comme on le retrouve sur les mardis de l'innovation, où là, un des enjeux, c'est les échanges, les interactions entre les différentes personnes. Là, il va se trouver sur ce programme que... Alors, il y a un slide un peu compliqué, mais pour vous le raconter rapidement, en fait, le programme s'étale sur entre 9 et 12 mois. L'idée, c'est que... Au niveau de la région, il y a les chambres de commerce et d'industrie qui sont investies, qui font un premier diagnostic avec leurs chargés de mission dans les entreprises, qui détectent les besoins. Est-ce qu'elles ont un besoin d'innovation? Est-ce qu'elles ont un besoin de performance interne? Est-ce qu'elles ont un besoin de développement commercial? Et à partir de ce moment-là, celles qui ont besoin de ces différents soutiens peuvent avoir un accompagnement par un consultant sur, on va dire, 6 à 9 mois. Donc je suis consultant, référencé dynamique.
on est une centaine à peu près en région Pays de la Loire, à accompagner non pas seulement sur la formation, mais concrètement les entreprises sur des plans d'action, sur la formalisation de leur stratégie et sur des plans d'action pour bien mener leur démarche d'innovation. Donc là, on est vraiment sur du concret. On est non plus seulement sur l'apprentissage, et ça c'est incontournable, la formation, l'échange, ça c'est drôlement intéressant sur ces moments de formation qui sont très importants. Mais il y a aussi ces moments où on est, nous, référents, on vient dans l'entreprise en tant que consultant et on accompagne l'entreprise à évoluer, à choisir les formations, et on part pratiquement d'un cas de l'entreprise. Et c'est ce que j'aurais voulu détailler. Alors juste peut-être pour finir sur le programme, il est bien soutenu par la région, puisque la région référence les consultants, elle les choisit, elle les forme à la démarche et à la méthodologie. Et puis surtout financièrement, le programme coûte à peu près 25 000 euros et l'entreprise ne paye que 5 000 euros pour y participer. Alors voilà un exemple et une illustration quand je vous disais qu'on allait faire notre marché. Ce sont des produits, c'est une entreprise donc vendéenne de Pays de la Loire qui participe au programme Dynamique et qui est en train de mettre en place sa démarche d'innovation grâce à ce programme, et qui en plus, parallèlement, on travaille sur un projet. Peut-être que vous découvrirez un jour les biscuits sur lesquels on travaille. Je vous le souhaite, ça voudra dire qu'on a réussi à implanter une nouvelle usine avec ce nouveau projet d'innovation. Un autre exemple, alors là vous allez rire, mais je vais vous faire tester. Je ne sais pas si vous connaissez ces petits bonbons. Non ? Alors c'est l'occasion de les découvrir. Ça s'appelle les berlingots nantais. Ce sont des bonbons, alors j'allais dire centenaires, qui sont d'une vieille tradition. Ce sont des bonbons très durs. Vous allez voir, ça attaque le palais. Il faut être habitué. Quand nous, on est habitué, mais je ne sais pas si... Il faut tester, attention. Non, vous ouvrez. Il faut tester. Vous êtes obligés, je surveille à la fin, ceux qui n'ont pas goûté, ils ne reviennent pas cet après-midi. Attention. Donc la grande innovation de cette entreprise-là, qui a été dans Dynamique, a été de se dire, le bonbon, c'est un marché en France où c'est le souvenir, c'est la nostalgie. Et donc ces bonbons-là, ceux qu'ils achètent, ils sont vieux maintenant. C'est qu'ils ont été habitués aux bonbons durs. Et qu'aujourd'hui, les jeunes enfants ont plutôt des bonbons mous. Et donc, toute la réflexion a été de se dire quelle est l'innovation que l'on va sortir. Et vous allez rire, mais voilà les innovations. Ce sont en fait de la pâte à tartiner, mais attention, ce n'est pas de la mumu, parce que j'ai testé... vos pâtes à tartiner confiture de chocolat, qui sont délicieuses. Mais c'est une autre texture, c'est quelque chose de complètement nouveau. Alors je vais faire un petit sondage en ligne pour savoir lequel vous voulez goûter. Il y en a une pâte à tartiner au citron, il y en a une au caramel, il y en a une à la fraise et une à la vanille. Laquelle je fais passer? Qui veut celle au citron? Je vais compter, levez la main. Citron à une personne, dommage. Qui veut celle à la vanille? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui veut au caramel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à la fraise? 1, 2, 3. Bon, alors je fais circuler les 4. Je pense qu'il y en a qui dorment. Donc ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir et d'appuyer. Vous allez voir, c'est une texture spéciale. Mais aujourd'hui, le grand enjeu de là, on est vraiment sur une innovation de rupture, sur de l'usage. En France, on n'utilise pas ces appareils. On les utilise pour la sauce tomate, pour des choses salées. Mais utiliser ce type de conditionnement
pour des produits à tartiner. C'est vraiment très innovant en termes d'usage. Et donc là, c'est une PME. Ils sont aujourd'hui 16 personnes et ils ont investi sur ce nouveau conditionnement, sur une nouvelle texture. Donc il y a un gros travail qui a été fait et qui a été accompagné par la région Pays de la Loire et par le programme Dynamique. Un autre exemple, là, Barreau Recherche, c'est une entreprise qui est aussi technologiquement incroyable. Ils sont une trentaine, une PME, et en fait, ils interviennent partout dans le monde. C'était au départ un bureau d'études avec des ingénieurs, des petits génies de l'informatique, de l'électronique et surtout de la thermique. Et ils ont trouvé des systèmes, ils vont diagnostiquer dans les IA comment réussir à réduire la facture énergétique. Et grâce au programme Dynamique, ils sont passés à la démarche d'innovation. Aujourd'hui, ils ont une offre, ils ont construit un programme et ils sont capables d'être partout dans le monde. Et ils sont par exemple chez Danone, dans les différentes usines dans le monde de Danone, ils appliquent leurs solutions. Donc voilà aussi un bel exemple de réussite sur le programme Dynamique. Alors, je vous ai parlé de PME. Je pense que ce qui est important aussi dans la PME, c'est qu'on travaille beaucoup les phases donc de processus qui sont éminemment importantes à mettre en place. Dans les grands groupes, souvent, et Marc et Chantal ont vraiment raison, ce qui est très important, c'est toute cette culture d'innovation. Et où là, il y a vraiment à travailler les phases exploratoires, les phases comment j'imagine demain, comment il y a d'autres outils comme la créativité, comme la prospective, comme le benchmark, qui sont des démarches drôlement intéressantes à mettre en œuvre. Et là, on accompagne par exemple cette entreprise. Alors Terena est une très grosse entreprise, on est toujours dans l'agroalimentaire, mais là, on est sur une coopérative. Donc plus de 22 000 agriculteurs. 22 000 agriculteurs qui se sont réunis. Alors, ils ne font pas tous la même chose. Il y en a qui font du vin, il y en a qui vont faire du lait, il y en a qui vont faire du blé, il y en a qui font plein de choses. Et là, la région les a soutenus pour travailler sur ces phases amont. Comment on peut imaginer demain et comment on peut imaginer l'agriculture de demain. Et Terena est absolument extraordinaire dans ce sens, c'est qu'ils ont inventé, alors l'AEI, c'est l'agriculture écologiquement intensive. Et ça, je pense que ça doit vous parler, parce que j'ai lu aussi sur le Brésil, et particulièrement sur le Rio Grande do Sul, que vous avez une capacité et une grande force dans tout ce qui est l'agriculture et l'équipement agricole, le travail du sol, tout ce qui est aussi graines et sélection. Et là, cette coopérative, en fait, a décidé depuis quelques années de mettre en place ce qu'elle a appelé les terrénales. Et ça va être c'est une forme de salon de l'innovation. Sur 2 jours, elle m'a chargée de vous inviter. Si vous avez une innovation qui peut l'intéresser, soit dans le domaine... Alors, ça peut être... Je reprends leur domaine d'intervention, pardon. Ça peut être dans la production animale, ça peut être dans la production végétale, ça peut être un équipement nouveau, ça peut être pour l'industrie agroalimentaire, puisqu'ils font la transformation. Ils ont même du poulet, figurez-vous. Donc, il n'y a pas que le Brésil qui en a. Et donc, peut-être que là, vous avez aussi des solutions intéressantes pour traiter ce genre de produits. Alors, ils ont aussi une filiale dans le port. Donc, si vous avez une innovation à leur soumettre, eh bien, vous êtes cordialement invités le 28 et le 29 mai, l'année prochaine, à faire cette présentation. Voilà, donc je suis à votre disposition pour toute question. Obrigada, doutora Gael Breyer. Convidamos todos os palestrantes da sessão 1 que retornem ao palco para darmos início ao momento de debate e interação com os palestrantes e plateia, tendo como moderador o professor doutor Paulo Zavislak,
que também chamamos neste momento para subir ao palco e dar início ao debate. Agradecemos ao professor Paulo Zavislak por conduzir este debate. Lembramos que as perguntas deverão ser feitas por escrito e entregues para os nossos recepcionistas. Por favor, palestrantes podem subir ao palco. Professor Paulo Zavislak. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao NAGE e à PUC pelo convite e, mais do que simplesmente o convite, pela oportunidade de atender a esse evento e ouvir várias, até agora 4, enfim, palestras muito interessantes que me fizeram refletir. Agradeço, então, as prestações dos palestrantes Gérard Chouzel, Marc Giget, Chantal Verité e Gaël Breyer. Me pediram fazer alguns comentários e, na verdade, eu fiquei pensando o tempo inteiro, à medida que eu fui assistindo às apresentações, em como transferir essas questões que foram levantadas para a realidade brasileira. Na verdade, essa é, afinal de contas, o objetivo de estarmos aqui reunidos. Só ouvir a experiência internacional, enfim, obviamente tem sempre um lado de prazer e interesse, mas mais do que isso a gente precisa tentar transformar isso em aplicação. E eu fiquei pensando em como tentar encaixar essas coisas que foram ditas e que foram exemplificadas, seja as formas de interação entre os diferentes atores dos ecossistemas de inovação e que permitem a troca de experiências, que permitem o conhecimento, o levantamento de informações, enfim, a ajuda, principalmente às pequenas empresas. Eu vou fazer um comentário específico sobre isso. Mas tem algumas coisas que a gente precisa entender sobre o Brasil antes. Numa das apresentações, foi colocado um slide onde apresentava uma lista de empresas brasileiras com os dizeres de cultura da inovação brasileira. É verdade que Natura, Boticário, Embraer e tantas outras, Petrobras, enfim, Alpargatas com as suas Havaianas, e seja lá, a lista é bastante extensa, são empresas brasileiras que, de fato, conseguiram muito mais do que simplesmente ter um padrão de inovação, desenvolver soluções que as tornam únicas no mundo, nos seus diferentes mercados. Mas a gente, e esse aqui é o meu papel, eu sou um pesquisador da área de inovação há um bocado de tempo já, e trabalho com setores de atividade econômica dos mais diversos, industrial, de serviços, agro. E nesses mais de 20 anos de andanças na atividade, tentando entender academicamente a atividade de inovação, eu posso lhes garantir que o principal da inovação no Brasil ainda está concentrado nas grandes empresas. São empresas com ativos muito específicos. Se a gente pegar uma Vale do Rio Doce, uma Petrobras, enfim, são ativos muito específicos. São empresas com a capacidade de recolher, de organizar recursos num volume, sejam eles financeiros, como humanos, como de conhecimento, enfim, tecnologia, num volume superior. E, principalmente, são empresas que detêm produtos próprios. Elas são reconhecidas, num primeiro momento, nacional e, mais recentemente, internacionalmente, por um grupo de produtos que as caracterizam. Basicamente, essas empresas, a gente ouve elas, conhece elas, visita, faz trabalhos conjuntos, tem uma série de formas de saber, só que esses aprendizados acabam ficando, de certa forma, por um lado, herméticos, e por outros eles são, muitas vezes, eu estou aqui com a balinha francesa, brigando para falar, mas, enfim, tá boa. Me lembrou muito a azedinha. Tá? Aliás, é muito parecido. Se vocês conseguirem um saco de balas azedinha ali não, aqui na lanchonete, por favor, eu faço questão de oferecer para Gael.
Agora eu vou fazer o estalinho que eu faço com as azedinhas no cinema. Na verdade, essas empresas, essas grandes empresas, paradoxalmente, por incrível que pareçam, elas têm muito pouco a nos ensinar. Porque a gente já sabe tudo como elas fazem. A gente tem que descobrir formas de realmente construir, e eu acho que esse é o grande aprendizado que nos trazem os colegas franceses, de construir mecanismos de transferência desses casos. Não simplesmente apresentar o caso per se. Nós temos 2 problemas no Brasil. Tá? Eu acabei de coordenar um projeto de pesquisa, do qual a PUC faz parte do consórcio, junto com outras universidades aqui do Rio Grande do Sul, onde nós levantamos informações sobre a inovação em todos os setores de atividade industriais de 1.500 empresas. E eu posso afirmar para vocês que existem 2 problemas, e esses são os problemas que precisam ser, de fato, e eu acho que aqui o que se tem aqui hoje como exemplo é um belo caminho para a gente tentar contra-atacar. O primeiro problema é o perfil das nossas empresas e o setor de atividade do qual elas atuam. Basicamente, nós falamos de pequenas empresas prestadoras de serviços industriais, dependentes de avanços que vêm ou do fornecedor ou com solicitação dos clientes. São empresas que não dominam o âmago da tecnologia a ponto de desenvolver novidades que sejam realmente inovadoras. Essas empresas ficam presas nos sistemas de qualidade, na busca da eficiência, em alguns ganhos de produtividade tão somente, e obviamente que a grande estratégia delas é redução de custo, redução de custo, redução de custo. Afinal de contas, com o preço determinado pelo cliente, a única forma de trabalhar. Então a gente não enxerga inovação. É claro que essas empresas têm uma série de alternativas que acabam ajudando. Nós temos um segundo problema, que é o que eu poderia chamar o comportamento e a atitude dos nossos empresários e dos nossos profissionais de inovação. Ora, se a gente pegar esse perfil, essas pessoas, e colocar nessa realidade empresarial, é razoável que a maior parte dos nossos empresários e dos nossos profissionais de inovação não vejam como investir em pesquisa e desenvolvimento, e por 2 razões muito óbvias, ou porque não precisam ou porque custa caro. Bom, nesse ponto, eu acho que surge realmente um problema que eu tento, assim, quase como uma meta pessoal, enquanto pesquisador e professor da universidade. A inovação ainda é uma atividade, não é atividade, a inovação ainda é um tema extremamente acadêmico no Brasil. Tem um dado mostrado aqui, acho que foi dos Mardis de l'Innovation, que mostra que 75% da presença das pessoas nesses eventos são empresários ou profissionais da inovação, e 25% são estudantes. Ora, quantos empresários tem nessa sala nesse exato momento? Por favor, levantem as mãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 empresários. E deve ter 80 pessoas nessa sala. Então, nós conseguimos ter exatamente a média no sentido contrário do que a gente assiste, por exemplo, nesses eventos que foram apresentados. Bom, aí vem, então, o que eu acho que é o que eu tentei aprender aqui como lição, e me vieram 2 alternativas na cabeça, assistindo às colocações que foram feitas, né? A primeira coisa é que, necessariamente, as nossas empresas, mesmo estando em setores de atividade com baixa intensidade tecnológica, e que aparentemente parece redundante, que aparentemente dão a impressão de que não há necessidade de inovação, elas precisam aprender a enxergar o seu negócio de uma forma onde encontrem espaço para inovação. Então, esse é um primeiro desafio inevitável. Não adianta eu chegar com um modelo de gestão da inovação como a Apple, como o Google, ou como a Siemens, ou como a Samsung, ou seja lá qual empresa usa. Essas empresas, a grande parte das nossas empresas sequer consegue enxergar oportunidade de inovação. Eu preciso desenvolver um conjunto de competências que permitam
a partir de uma base existente de produtos, desenvolver incrementos de valor. A gente, pegando o exemplo da indústria de alimentos, as pâtes tartinée e as balinhas que estão passando aí servem perfeitamente, e nós fizemos um grande projeto agora com a indústria de alimentos no Rio Grande do Sul, onde a única saída para uma indústria que produz em baixa escala produtos tão variados como a nossa é a produção de produtos chamados alimentos premium. O Rio Grande do Sul não tem que tentar, por exemplo, o Rio Grande do Sul não tem que tentar desenvolver um conjunto de alternativas técnico-científicas para, por exemplo, a grande escala de carne ou de soja. Isso o Centro-Oeste já faz e faz melhor que em qualquer outro lugar do mundo. Agora, ninguém pode fazer talvez um queijo colonial como o nosso, uma carne premium como a nossa, o vinho como o nosso e assim por diante. Não estou nem comparando com a qualidade dos alimentos que nós encontramos na França. Mas eu tenho na França claramente definido onde é que está o camembert, onde é que está o bleu, onde é que está o reblochon e assim por diante. Eu tenho condições de fazer isso. Na medida em que eu mudar a mentalidade, eu vou continuar fazendo o queijo que eu sempre fiz. Apenas eu vou fazer com uma embalagem diferente, eu vou colocar num ponto de venda diferente, eu vou transformar, eu vou ter um design diferente. E aí eu acho que uma das coisas principais que hoje falta na cultura de inovação do empresário brasileiro, principalmente aquele da pequena e da média empresa, é realmente a capacidade de penetração nos mercados. A gente acha que o mercado é só aquele que está aqui na nossa volta, né? O segundo ponto que eu achei muito interessante, é uma coisa que a gente vem defendendo aqui no nosso grupo de pesquisa lá na universidade, Unitec, é como, e eu acho que o exemplo do Pays de la Loire serve bastante nesse sentido, é como é que eu crio condições para emular na pequena empresa a atividade de inovação sem que ela tenha para isso uma estrutura. Eu tenho uma experiência de novo no setor de alimentos, nós temos aqui dentro da universidade o ICTA, né, que é o Instituto de Pesquisas em Ciência e Tecnologia em Alimentos, e esse centro de pesquisa tem uma área, o que ele faz? A empresa chega lá e diz assim, eu quero desenvolver determinado tipo de produto. Ela não tem estrutura para isso, ela não tem a competência técnico-científica para isso, quem detém isso é o centro tecnológico, e o centro tecnológico faz de conta por um período, é isso que eu estou chamando de emular, ela faz de conta por um período, que é a atividade de pesquisa e desenvolvimento daquela empresa. E quando retorna à empresa, eu tenho um produto novo, com uma capacidade de penetração completamente diferentes. Por fim, eu acho que a terceira, e é, para mim, a alternativa definitiva no que diz respeito à questão da cultura da inovação, nós precisamos de programas de capacitação e de reconfiguração competitiva que expliquem essas coisas que eu estou dizendo e que é o que a gente assistiu hoje, numa linguagem que seja realmente acessível para o nível do empresário e do profissional de inovação que nós temos no Brasil hoje. O que me parece é que nós continuamos tentando ensinar inovação como se faz nas grandes empresas e, como eu disse para vocês no começo, que, paradoxalmente, não servem como exemplo para esse tipo de realidade industrial, de organização industrial, de atividade econômica que nós encontramos no Brasil. E aí eu acho que as lições que a gente tem, seja programas de intercâmbio, seja palestras, seja uma rede de inovação, enfim, não se deve restringir apenas a noção de inovação, eu acho que essa é a grande lição da manhã de hoje, a simplesmente uma ou outra ferramenta, mas a gente tentar encontrar um meio de fazer com que todas essas ferramentas e técnicas e práticas sejam tomadas em conjunto. Por exemplo, só investir em parques e polos não é a solução. Nós aqui temos aqui do lado um fantástico parque tecnológico aqui dentro da PUC, a URGS está fazendo o seu, e é só vocês olharem o perfil das empresas que estão aqui. A grande maioria delas, de novo, são as grandes empresas. Uma que outra pequena empresa rema e vive de editais e da FINEP e não sei mais outros mecanismos, que são os mecanismos tradicionais que existem na França, que existem no Brasil, mas são principalmente mecanismos para as grandes empresas, que vão continuar usando e que vão continuar inovando. Fica aqui o meu desafio, que a gente faça uma reflexão de como criar
a cultura da inovação, principalmente numa pequena e numa média empresa, que é tradicionalmente uma empresa que não passa de um mero elo fornecedor, prestador de um serviço dentro das diferentes cadeias de atividades econômicas. Bom, desculpa, aproveitei aqui o microfone, me estendi um pouco, mas não tinha como me privar de dar essas, enfim, opiniões e sugestões depois de ter assistido essas 4 prestações tão interessantes. Muito obrigado. Alguma pergunta para os palestrantes? Alguém quer o microfone? Microfone? Bom dia. Eu já participei de alguns programas de inovação, inclusive nós somos a empresa que eu trabalho, está no NAJ, aqui na PUC, e o processo de inovação, se trabalha muito o processo de inovação, as técnicas de inovação, e eu vejo que para a realidade da pequena empresa, se perde muito tempo no processo. Para tu conseguir um financiamento, tu para de fazer inovação para atender as condições que os órgãos de financiamento oportunizam. E eu não vi na inovação nenhuma técnica disruptiva para se praticar inovação sem perder mais tempo no processo do que na inovação. E aí eu concordo quando tu dizes que as empresas grandes elas têm uma estrutura, elas conseguem atender a isso. E as empresas pequenas, elas acabam gastando a sua energia no processo. Tudo que eu vejo de inovação tem praticamente uma metodologia muito semelhante. E aí eu pergunto, não estaria na hora de criar uma tecnologia disruptiva de inovação? Sou o Fernando Azevedo, da Quenta Tecnologia. Je pense qu'une des difficultés en France, aussi les PME disent la même chose. Elles disent trop de paperasse, on passe trop de temps pour chercher du financement. Pour ma part, j'ai un point de vue peut-être un peu différent. À mon avis, ce qui est pris comme de l'administratif ou une perte de temps est souvent important pour formaliser et pour obliger à se projeter dans l'avenir, à se poser des questions, non pas seulement sur la partie technologique, mais aussi sur la partie marché, puisque dans les dossiers qu'il y a à faire pour la France, il y a une partie marché, à qui vous allez vendre, combien ça va vous rapporter, sur quel marché vous allez pouvoir aller, est-ce que vous voulez vous protéger, comment vous allez vous protéger, combien ça va vous coûter, et du coup, quel argent l'État ou la région peut mettre sur ce projet. Donc je pense que ce n'est pas qu'une perte de temps, ça oblige à apprendre, à se poser un certain nombre de questions. Et je pense peut-être une réponse qui existe quand même, c'est qu'il y a, j'ai cru lire, mais là je vous pose la question en retour, j'ai cru lire au Brésil qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de consultants qui font le lien. En France, il y a des consultants et il y a des structures qui aident à monter les dossiers. Et donc à alléger un peu et à faire que des PME puissent accéder à des aides européennes, des aides françaises ou des aides régionales, ou même des aides de la mairie. Il y a des aides partout. Et la difficulté, c'est de savoir